Bonjour à tous, merci Thomas et Guillaume pour l'invitation. Je suis très content d'être là et puis pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le choix de la greffe dans ces reconstructions du ligament croisé antérieur dont on entend parler assez régulièrement dans le milieu sportif bien sûr. Alors d'abord, quels sont les choix, quelles sont les greffes possibles? Eh ben, on a le tendon rotulien, vous le connaissez, c'est la technique de Kaji. On a les ischio-jambiers, le fascia lata, avec la technique du Mac-Eiffel, le tendon quadricipital, et puis la question de la ténodèse latérale associée. Les Belges ont découvert un nouveau ligament, le ligament antérolatéral, il y a quelques années, et donc ça a reboosté un petit peu le questionnement sur le ressort rotatoire, le contrôle de ressort rotatoire, et donc petit à petit, dans le monde chirurgical, on s'est réintéressé à cette plastie anti-ressaut, qui en 2020 doit très probablement toujours être associée à une plastie intra-articulaire. On ne parle pas des lemères isolés comme dans les années 70-80. Il faut associer une plastie intra-articulaire pour contrôler la translation tibiale antérieure, mais la question de cette ténodèse latérale, qu'elle soit au fascia lata ou avec des techniques aux ischio-jambiers, revient un petit peu à la mode, sachant que dans mon hôpital d'origine où j'ai appris mon métier, à la Pitié-Salpêtrière, on pratiquait déjà cette technique depuis longtemps sous la houlette initiale de Jaeger dans l'Est, qui avait remis au goût du jour la technique du Mac-Eiffel. Donc on va essayer de répondre à cette question en tentant d'être le plus objectif possible. Déjà, quels vont être les critères d'évaluation qui vont nous permettre d'orienter le choix de cette greffe? D'abord, est-ce que ça donne des bons résultats fonctionnels? Quel est le taux d'échec? Et donc, l'échec principal d'une ligamentoplastie, c'est la rupture itérative. Est-ce qu'il existe plus ou moins de laxité résiduelle ou de ressaut résiduel avec tel ou tel type de greffe? La morbidité sur le site de prélèvement, c'est ça qui va nous intéresser entre un choix sur un tendon rotulien, un ischio-jambier, un tendon quadricipital. Ensuite, il va y avoir des paramètres qui vont être liés directement au patient, notamment son âge. Le sexe, c'est un peu moins vrai, mais plus dans l'esprit d'une hyperlaxité ligamentaire qu'on retrouvera plus fréquemment chez des jeunes filles post-ado. Et puis les antécédents propres du patient, que ce soit sur le plan chirurgical avec des chirurgies précédentes ou bien des tendinopathies associées qui vont pouvoir aussi nous donner des éléments dans ce choix. Et les lésions multiligamentaires, il ne faut pas les oublier, elles sont souvent négligées et sont une source d'échec de reconstruction du ligament croisé antérieur dans un certain nombre de cas. Donc il ne faut pas méconnaître ces lésions multiligamentaires et ça va nous orienter et nous contraindre à avoir un choix de greffe en fonction de la reconstruction qui doit être une reconstruction ligamentaire de l'ensemble des composantes de la laxité. Et puis l'esthétisme, alors c'est un peu plus secondaire en orthopédie, mais on a de plus en plus de demandes et de demandes cosmétiques. Je pense qu'il faut il faut l'intégrer dans le choix, mais ça ne doit pas être un critère de décision pour moi. Donc le choix d'une greffe, finalement, ça va être un compromis. Il n'y a pas de bonne greffe, il n'y a pas de mauvaise greffe, il y a un choix à faire et un compromis à avoir. Et il faut bien dissocier le choix de la greffe et la technique chirurgicale. Aujourd'hui, on va parler du choix de la greffe et non de la technique, parce qu'après, on peut discuter encore un peu plus de temps sur est-ce qu'on fait du DT4, est-ce qu'on fait du DT4 plus 3, 3 plus 1, etc., qui sont en fait plus des discussions sur des moyens de fixation. Donc il y a un champ de réflexion qui est encore important là-dessus. Là, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur ce compromis. On va prendre quelque chose d'un côté pour mettre ailleurs, comment retrouver un bon équilibre. Alors, comment choisir? Il y a beaucoup d'études comparatives dans la littérature entre tendon rotulien et greffe aux ischio-jambiers. On en a peu ou pas qui vont comparer les greffes avec le tendon quadricipital ou avec la technique au fascia lata. Quelques études qui commencent à être un petit peu anciennes sur le tendon quadricipital, qui avaient surtout été développées par Stubbley, qui montraient qu'il semblerait qu'il y ait moins de douleur antérieure avec un tendon quadricipital qu'avec un tendon rotulien, mais il n'y a pas d'études spécifiques. Et puis le Mac-Eiffel, c'est une technique qui a été énormément développée en France, avec très souvent des études qui sont des études valables sur le plan des résultats et de l'évaluation des résultats, mais qui se comparent peu à d'autres choix de greffe. Alors sur les résultats, quels sont les résultats sur la fonction?
Sur la fonction, c'est essentiellement le score IKDC et la reprise du sport au même niveau. Même sport au même niveau ou au niveau supérieur. Et le taux de rupture itérative. Lorsqu'on fait la littérature sur des grosses cohortes, très souvent sur des méta-analyses, on a Lewis en 2008 qui retrouve l'absence de différence entre tendon rotulien et ischio-jambier. Barenius retrouve à peu près les mêmes résultats et conclut, et ce n'est pas inintéressant, que finalement les échecs sont essentiellement liés aux pathologies méniscales associées ou aux pathologies cartilagineuses et finalement peu au type de reconstruction. Motadi, dans une autre méta-analyse, ne retrouve pas de différence sur le taux de rupture itérative avec des résultats fonctionnels sur l'IKDC qui seraient identiques. De même que Xi, en 2015, retrouve à peu près les mêmes résultats, mais commence à avoir de meilleurs résultats sur le tendon rotulien en termes de contrôle fonctionnel, mais avec un peu plus de morbidité sans qu'il tire une différence significative. Puis Samuelsen trouve des ruptures itératives plus importantes avec les ischio-jambiers qu'avec le tendon rotulien. De même, Gupta ne retrouve pas de différence sur le retour au sport, mais un pourcentage de rupture itérative supérieur avec les ischio-jambiers comparativement au tendon rotulien. Donc on sent que sur ces deux critères précisément, le tendon rotulien commence un petit peu à se dégager par rapport aux ischio-jambiers. Maintenant, sur la laxité et le contrôle de la laxité antérieure et du tiroir, il va être évalué sur un Lachman clinique et très souvent on y associe une évaluation instrumentale pour l'évaluation pour des publications. Et l'évaluation du ressort rotatoire qui est le ressort rotatoire extrêmement difficile à évaluer de manière objective car il est peu reproductible et on va être confronté à un problème de reproductibilité pour publication en fait, d'évaluer précisément le ressaut. Aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour évaluer précisément le ressaut. Donc Samuelsen retrouve l'absence de différence sur la laxité résiduelle. En revanche, Motadi trouve un meilleur contrôle du ressort rotatoire et de la laxité antérieure avec le tendon rotulien. De même, Xier et Bio, un Français qui avait publié une méta-analyse en 2009, retrouve un meilleur résultat sur la laxité rotatoire, donc sur le ressort rotatoire, lorsqu'on utilisait une greffe au tendon rotulien. Idem pour Gupta et Chute. Et donc on commence à avoir une tendance à un meilleur contrôle du ressort rotatoire et de la translation antérieure, du contrôle de la laxité avec le tendon rotulien. Intéressons-nous maintenant à la morbidité. Donc la morbidité qui va être liée au tendon ischio-jambier, c'est essentiellement l'atteinte de la branche infrapatellaire ou de la branche sartoriale du nerf saphène, qui vont entraîner des dysesthésies ou des hypoesthésies. On peut retrouver des déficits en flexion et en rotation interne, et on a des morbidités en termes d'hématome de cuisse et de raideur des chaînes postérieures. C'est ce que l'on constate avec des taux qui sont relativement élevés, notamment sur le déficit neurologique sensitif. Sur le tendon rotulien, on est confronté essentiellement à des douleurs antérieures, des douleurs en position à genoux, et parfois des douleurs à la marche qui vont être transitoires, mais qui représentent, en termes d'évolution initiale, presque 70% des patients. Et donc, on est bien forcé de constater que la morbidité au niveau du tendon rotulien, elle, semble être quand même supérieure, dans toutes ces publications, à la morbidité sur un prélèvement d'ischio-jambier. Et donc, c'est une victoire pour les ischio-jambiers sur ce critère. Maintenant, sur les risques liés à la prise de prélèvement, sur les ischio-jambiers, on est confronté à des claquages ou à des lésions musculaires qui sont plus ou moins transitoires, des crampes, un déficit musculaire durable, des amyotrophies au niveau de la loge des ischio-jambiers. Ce sont les risques principaux avec ce type de greffe. Pour la prise de prélèvement du tendon patellaire, on a des tendinites, et en péropératoire, on peut avoir des fractures de rotule ou des ruptures du tendon rotulien, même si ces risques et ces lésions sont faibles en termes de prévalence. Et donc là encore, en termes de risque, on a le sentiment que les ischio-jambiers sont une technique moins risquée au niveau du site de prélèvement que la prise de greffe de tendon rotulien. Pour nous intéresser aux deux autres greffes, que sont le tendon quadricipital et le fascia lata, beaucoup moins de publications sur ce thème,
sur le tendon quadricipital, on est confronté essentiellement à des douleurs antérieures, des fractures de rotule, des crépitements fémoro-patellaires et un déficit quadricipital qui peut être plus ou moins durable, mais qui est effectif et qui est plus long en termes de récupération fonctionnelle. Ce taux de morbidité avait été évalué dans le KSSTA à 3% par Mulford sur sa série. Sur le fascia lata, le principal risque, c'est l'hématome de cuisse post-opératoire. C'est relativement fréquent, puisqu'on va décoller l'ensemble du fascia au contact du vaste latéral. Et ces hématomes sont présents dans 2 à 5% des cas selon les études, même s'ils ne nécessitent pas nécessairement une reprise chirurgicale. Et puis, le reproche, entre guillemets, qui était souvent fait au fascia lata, c'était le problème esthétique, ou en tout cas une cicatrice extrêmement grande par rapport aux autres types de greffes, puisqu'on va ouvrir une bonne partie de la face latérale de la cuisse. On a un petit peu évolué maintenant avec des incisions qui sont plus courtes, avec des techniques qui se sont améliorées, et on a de moins en moins besoin de réaliser une grande cicatrice latérale. Donc pour faire la synthèse de ces paramètres, on a sur les résultats fonctionnels le taux de rupture, plutôt le tendon rotulien. Sur la laxité résiduelle et le ressort rotatoire, plutôt le tendon rotulien. Sur la morbidité et les risques liés au prélèvement, on est plutôt en faveur d'une greffe aux ischio-jambiers. Ensuite, on va s'intéresser aux paramètres du patient. Quel est le capital tendineux? Est-ce qu'il y a déjà une chirurgie ligamentaire? Est-ce qu'on a le choix de la greffe dans son entièreté? Ou est-ce qu'on est déjà contraint par des ligaments qui auraient été reconstruits avec des greffes précédemment utilisées? Quel est le niveau de pratique sportive? Quel est l'âge physiologique? Et notamment, attention aux patients qui ont des cartilages de croissance, on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes types de greffes lorsqu'il y a encore une activité de croissance avec des cartilages qui ne sont pas encore fusionnés. Est-ce qu'il y a une hyperlaxité constitutionnelle, une tendinopathie sous-jacente? Quelle est l'importance de la laxité et notamment du ressaut rotatoire? Des ressorts explosifs vont probablement nécessiter d'y associer une plastie extra-articulaire. Et puis les autres lésions associées que sont les laxités périphériques et notamment les plans postérolatéraux et les ligaments collatéraux, voire le ligament croisé postérieur pour le pivot central. Ce sont des exemples de plastie postérolatérale avec reconstruction du ligament collatéral latéral, du poplité au fibulaire. Et donc là, on va être obligé d'utiliser les ischio-jambiers. Donc on va être contraint de faire un choix par défaut, entre guillemets, pour reconstruire notre pivot central. Sinon, on doit utiliser les ischio-jambiers pour reconstruire ces plans latéraux. Ici, vous avez un exemple sur une plastie postéromédiale en reconstruisant le POL. Sur le plan esthétique, on passe rapidement. C'est une idée des 2 cicatrices sur les ischio-jambiers ou le tendon rotulien. On fait 2 petites cicatrices maintenant sur les tendons rotuliens. On n'ouvre pas l'ensemble de l'appareil extenseur. Et alors, comment choisir? Le dernier critère va être adapté au sport. Alors, ce qu'il faut analyser, c'est quelle est la puissance du contact dans ce sport, quelle est la posture et les groupes musculaires qui vont être précisément sollicités dans la spécificité du sport que l'on pratique. Le football, c'est un sport qui est extrêmement contraint. On y préférera probablement, surtout à haut niveau, un tendon rotulien. Mais attention, parce que les joueurs de champ ne jouent pas comme les gardiens de but. Et donc, le gardien de but, il va avoir besoin d'avoir une extension un peu plus importante. Il faut limiter le risque de tendinopathie rotulienne, de jumper's knee, et on va peut-être lui proposer plutôt une greffe aux ischio-jambiers. Foot américain, rugby, là encore, c'est un sport pivot-contact à haute intensité, et on y préférera probablement le tendon rotulien pour avoir un bon contrôle de la laxité antérieure et du ressort rotatoire. Le handball, c'est un sport qui est un peu intermédiaire parce qu'il y a à la fois des impulsions mais des contacts. Maintenant, ça commence à taper fort sur le hand, donc on va vouloir préserver l'appareil extenseur et on va envisager probablement des ischio-jambiers, mais se pose la question pour le gardien de but au hand qui prend des postures avec des grandes abductions, il ne peut pas se permettre d'avoir des raideurs, et donc peut-être que chez le gardien de but, on préférera un tendon rotulien. Pour le basket, très sujet aux tendinopathies rotuliennes, il paraît beaucoup plus logique de proposer des ischio-jambiers sur la pratique du basket pour éviter toute douleur antérieure résiduelle qui serait liée à une tendinopathie antérieure sur le site de prélèvement. De la même manière, sur le volley, on préférera probablement les ischio-jambiers. Les sports de raquette, là encore, moins de contraintes, pas de contact, avec des contraintes au niveau de l'appareil extenseur et des ischio-jambiers qui s'équilibrent plutôt en faveur d'une greffe aux ischio-jambiers. Et pour le ski, on sera plutôt
enclin à proposer également des ischio-jambiers. Aucune étude n'a étudié spécifiquement le type de greffe par sport. Il est très difficile d'étudier ce type de greffe. Je travaille beaucoup à la commission médicale du judo. On essaye d'évaluer, parce que dans les vestiaires, puisque c'est eux qui nous donnent un petit peu la vérité, dans les vestiaires, pendant un certain nombre d'années, le judo, les ischio-jambiers, ça ne tient pas. Oui, les ischio-jambiers, il y a 20 ans, 30 ans, n'avaient pas les mêmes moyens de fixation, donc peut-être que ça tenait moins bien, que ça se détendait. Mais on essaye d'analyser maintenant un peu plus précisément. Ça doit dépendre également du type de judo, parce qu'on peut aller plus loin dans la réflexion. Il y a plusieurs types de pratiques. Mais sur le judo à haut niveau, en combat, on est toujours sur le tendon rotulien de manière générale, surtout sur le très haut niveau. En conclusion, le tendon rotulien semble donner un meilleur contrôle au niveau de la laxité antérieure et au niveau du ressort rotatoire, avec un risque moins important de rupture itérative, mais plus de morbidité. Il va donc falloir discuter avec le patient pour faire une cartographie précise de sa demande fonctionnelle et de savoir à qui on s'adresse. Le sport, c'est un argument dans le choix, mais ce n'est pas le seul choix, et il doit être ouvert avec les autres éléments de décision. Et donc, il n'y a pas de bonne greffe. Pour faire la synthèse sur ces critères, l'âge va être important. Les antécédents médico-chirurgicaux, un antécédent d'Osgood-Schlatter, un antécédent de tendinite rotulienne avec des petites calcifications intratendineuses, on ne va pas s'énerver sur le tendon rotulien. Un antécédent de ligamentoplastie avec des ischio-jambiers, on ne va pas pouvoir reprendre les ischio-jambiers. Un tendon rotulien, certains font des reconstructions itératives de tendon rotulien par un tendon rotulien, mais on a souvent des tendons qui sont un petit peu fibreux, qui ont perdu des capacités d'élasticité, on va refragiliser l'appareil extenseur, donc c'est à prendre en compte dans le choix de la greffe. Et puis l'hyperlaxité constitutionnelle, quand on a des récurvatums avec des valgus dynamiques importants, il faut probablement proposer de manière associée une plastie extra-articulaire. Le type de sport pratiqué va rentrer dans notre choix avec les éléments que je viens de vous donner. L'importance de la laxité et surtout du ressaut rotatoire, pour savoir s'il faut y associer une plastie extra-articulaire lorsqu'on a un ressaut explosif. Et la présence ou non de laxité périphérique associée, qui vont nécessiter d'utiliser très souvent des greffes aux ischio-jambiers pour la reconstruction des plans périphériques. Et donc finalement, il va falloir faire tous les types de greffes, savoir les faire, les pratiquer régulièrement et proposer à chaque patient une chirurgie à la carte pour essayer d'éviter au maximum tous ces patients qui sont sur les côtés de la courbe de Gauss et qui vont bien, mais un peu moins bien. Et c'est peut-être en essayant d'améliorer notre choix stratégique sur la greffe qu'on pourra justement augmenter encore nos résultats fonctionnels et diminuer notre risque de rupture. Et puis dans l'avenir, je pense qu'on ne s'y est pas encore vraiment intéressé, mais dès qu'on va lancer les projets et les financements, on va trouver probablement une greffe synthétique fiable. C'est indéniable. On a l'ingénierie tissulaire, on a les compétences, c'est juste qu'on ne s'y est pas encore attardé parce qu'on a eu le Dacron dans les années 80-90 qui ont fait des énormes synovites et du coup, il est interdit aujourd'hui en France de reconstruire un ligament croisé antérieur avec une greffe synthétique. Mais très probablement que si on trouve des biomatériaux qui soient compatibles avec une structure d'élasticité qui se rapproche du croisé antérieur, on pourra proposer ces greffes synthétiques, ou bien faire appel aux biotechnologies avec des cellules souches ligamentaires qui pourraient permettre de reconstruire un ligament croisé antérieur avec sa structure et ses capacités de résistance et d'élasticité à partir de cellules souches. C'est probablement le futur, mais je pense que j'espère le vivre avant d'avoir pris ma retraite. Donc merci pour votre attention et je vous rappelle nos deux événements de l'année à la SFTS, donc la journée du hand le 4 avril et notre congrès annuel à Vichy cette année où le programme est en cours et vous allez recevoir très probablement prochainement les différents pré-programmes. Merci beaucoup pour l'invitation.